Nantes, éternelle ville de gauche, lui veut croire que non et il veut donc renverser la table pour ces municipales 2026. Mon invité aujourd'hui est candidat à ces élections, tête de liste pour la droite et le centre. Nantes, en fait, est une vie où on vivait en paix, on vivait peut-être mieux qu'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on a renoncé à faire mieux que les autres? C'est ça mon programme. Foulques Chombarde-Love, est-ce que c'est parfois dur à porter? En politique, c'est pas simple. Vous sortez à Nantes le soir? Bah oui, beaucoup. Vous avez peur? Moi non, parce que je pense que je suis pas la victime idéale pour eux, mais C'est quoi une victime idéale? C'est une femme. Pour que la ville aille mieux, il faut que Johanna Roland parte. Bonjour Foulques Chombarde-Love. Bonjour Virginie Charbonneau. Merci beaucoup d'être notre invité pour ce nouveau numéro de Trajectoire. Vous avez compris un peu le principe de ces entretiens, c'est de mieux connaître l'homme derrière le candidat, votre parcours, vos qualités, vos défauts, votre trajectoire, pour faire simple, et pour connaître notamment vos racines. La première question, pour mieux vous connaître, que j'ai envie de vous poser, d'abord, est-ce que Foulques Chombarde-Love, vous êtes joueur ? Oui, assez, oui. Je suis taquin, j'aime bien, j'ai beaucoup d'humour, je pense, c'est ce qu'on me dit, en tout cas pour ceux qui me connaissent bien. Et joueur au sens prise de risque. Et puis le jeu aussi, c'est créer un écart. J'aime bien parfois être peut-être un peu différent de ce qu'on pense de moi, un petit côté décalé, on va le découvrir ensemble. Alors joueur, c'est-à-dire aussi de parier sur l'avenir peut-être. La question que j'ai aussi envie de vous poser, c'est est-ce que vous auriez parié sur vous-même il y a 2 ans et demi quand vous vous êtes lancé dans l'aventure des municipales à Nantes et en disant je serai candidat? De l'extérieur, non. Je pense que seul un carré de personnes qui me connaissaient très bien, de fidèles et qui m'ont accompagné depuis le début avait peut-être cette foi chevillée au corps, mais ça relevait un peu de l'acte de foi au début, ce qui est normal. C'était du bluff un peu? Pas du bluff, non, parce que je crois que j'avais déjà prouvé par mon parcours, mes engagements, les différentes campagnes que j'avais faites, c'est quand même pas la première, qu'il y avait, disons, chez moi, à la fois la capacité de prendre du risque, une incarnation, probablement un leadership, mais il fallait le prouver. Donc c'est vrai qu'en tout cas, pour un observateur extérieur, je ne sais pas si j'aurais parié 1 000 € sur ma candidature, mais moi, pour le coup, j'y croyais très fort, et encore une fois, appuyé par des gens qui, eux, avaient ça un peu chevillé au corps. Donc, oui. On va en parler de cet entourage. Vous considérez que vous avez un esprit franc-tireur? Oui, ça c'est sûr. Je me caractérise par une certaine liberté de ton. Au sein de ma famille politique, je suis très loyal, fidèle. Néanmoins, j'ai une liberté de parole. Vous savez, on y reviendra, mais je suis un amoureux de la liberté. Je dis souvent, le mot libéral en France, il est malheureusement un peu galvaudé, mais la liberté de ton, dire les choses simplement, clairement, et puis ne pas être l'otage d'un parti. J'aime pas les ambiances caporalistes, et moi je n'impose rien à mes équipes non plus. Voilà. Vous êtes pourtant encarté à LR, aux Républicains, on en parlera. Je disais franc-tireur aussi, je rappelle la définition de ce terme, c'est un combattant qui n'appartient pas à une armée régulière. Vous l'avez prouvé depuis 2 ans et demi, quand même, en abattant un certain nombre de murailles politiques qui semblaient être face à vous. Franc-tireur, ça fait aussi, je pense, référence à votre histoire familiale, qui n'est pas si banale. Je vais d'abord vous montrer une photo de quelqu'un qui va forcément vous évoquer... Eh bien, une chose probablement assez émouvante. Mon grand-père. C'est votre grand-père, effectivement. Votre grand-père, Jacques, qui était résistant, grand résistant de la Seconde Guerre mondiale. On le connaissait sous le nom de colonel Henri. Il a participé... Colonel Félix. Colonel Félix, pardon, oui. Colonel Félix, effectivement. Il a participé à la libération de Nantes, à la libération de la poche de Saint-Nazaire en tant que responsable des FFI, les Forces françaises de l'intérieur. Votre grande-tante aussi, Marie-Josée Chombarde-Love, était elle aussi résistante. Elle a été déportée à Mauthausen, à Ravensbrück. Présidente, elle vit encore, elle a un peu plus de 100 ans, de la Fondation pour la mémoire de la déportation. C'est un sacré héritage que le vôtre. Est-ce que vous en parlez beaucoup en famille ? Alors oui, c'est présent parce que pour mon père, donc, qui était le dernier de 6 enfants, la figure, et pour ses frères, la figure de leur père était importante. Moi, je ne l'ai jamais connu. Il est mort en 1975 et moi, je suis né en 1980. Mais mon père me dit souvent qu'il aurait aimé qu'on se connaisse et qu'on se serait bien entendu. Voilà. Et puis c'est vrai que ces figures de résistants, ça donne une certaine notion de l'engagement, du courage, et puis de la liberté aussi. C'est des combattants de la liberté, avec des options in fine qui ont été un petit peu différentes. Contre l'occupant, ça c'est certain, mais dans la suite de leur parcours, mon grand-père qui est plutôt parti, je dirais, il a été député, il est plutôt parti vers la droite, et puis ma grande-tante plutôt vers la gauche, mais peu importe en fait. C'était s'engager pour les autres. Et je pense que c'est ce qui me caractérise le plus, c'est cette notion d'engagement. Les gens que j'apprécie, les gens que j'admire, mes meilleurs amis sont des gens engagés. Et peut-être que ça vient un peu de là, oui.
Alors, vous parliez justement de votre grand-père, un colonel Félix pendant la guerre, ensuite maire d'Herbignac, près de Saint-Nazaire, député effectivement jusqu'en 1951, mais relativement anti-gaulliste, résistant anti-gaulliste. Et vous l'êtes un peu aussi, vous avez dit la résistance de l'intérieur, eh bien, on a gardé un chien de la chienne au général de Gaulle dans ma famille. Oui, parce que vous savez, c'est l'histoire, elle est plus complexe que ce que les gens voient de l'extérieur, ou en tout cas avec le temps, les gens croient qu'il y avait un bloc, des collabos, des résistants. Bon, tout ça est assez nuancé en fait. Et c'est vrai que pour les gens qui s'étaient battus, qui étaient ni côté de Londres avec le général de Gaulle ou à l'extérieur ou dans ce qui étaient les colonies à l'époque, pour ces gens-là, c'était un peu dur de voir ensuite toute l'aura et je dirais l'incarnation politique du général de Gaulle. Donc, L'Algérie française. Oui, en plus, oui. Alors ça, pour le coup, qui en plus, pour être clair, mon grand-père, je crois, était un homme de son époque. C'était un homme né en 1905. Donc, fait partie de cette génération française qui n'ont pas ni vu venir, ni compris la décolonisation. Je pense qu'ils ont eu tort, mais bon, ça, c'était facile de le dire aujourd'hui, on est en 2026. Néanmoins, à l'époque, voilà, ils avaient du mal avec le général de Gaulle, et donc, dans ma famille, on n'était pas très gaulliste. Ça ne veut pas dire que moi, je suis anti-gaulliste, mais en tout cas, je n'ai pas été biberonné au général de Gaulle. Alors, votre famille, en tout cas, elle vous a donné votre nom, oui. Votre prénom, Foulques Chombard de Love. Je pense que vous n'avez pas beaucoup d'homonymes en France. On peut dire ça. Est-ce que c'est parfois dur à porter ? En politique, c'est pas simple parce qu'effectivement, d'abord, c'est dur à retenir. Donc, quand je me présente aux gens sur un marché, j'ai 15 secondes. Donc, c'est pour ça que je dis Chombard pour qu'ils s'en souviennent. Beaucoup croient que mon prénom est un nom. C'est un prénom angevin, pour votre information, mais néanmoins, c'est un prénom très rare. Donc, voilà, moi, j'en suis fier, j'aime bien, mais j'ai envie de dire, bon, comme vous, je pense qu'on se pose pas trop de questions sur le nom ou le prénom qu'on porte. On s'en pose par ce que ça provoque peut-être chez les autres le jour où on s'engage en politique. Et je vais vous dire, ça a été un peu compliqué parce que j'ai vécu dans beaucoup de pays étrangers et en anglais, essayez de le dire en anglais, en espagnol, en portugais, je vous assure que c'est encore plus compliqué. Donc les parents, quand ils ont fait ça, je les remercie quand même, mais néanmoins, ils n'ont pas pensé au côté exportable ou politique du terme. Foulques Chombard de Love, en tout cas, c'est votre nom complet, mais dans la campagne, vous vous faites appeler Foulques Chombard. C'est encombrant, la particule, dans une ville qu'on peut qualifier de gauche comme Nantes ? En fait, j'ai maintenu les deux. C'est pas encombrant parce qu'encore une fois, j'ai pas à rougir de l'histoire de cette famille. Vous savez, puis la particule, les gens ne le savent pas, mais ça veut pas forcément dire noblesse ou je ne sais quoi. C'est juste qu'on est une famille du Nord, voilà, qui était enracinée, c'était des militaires, voilà. Il y a rien qui mérite d'avoir honte. En revanche, c'est plus une simplicité pour que les gens retiennent. C'est un peu trop compliqué, mais je fais attention, notamment sur le bulletin de vote, il y aura bien écrit Foulques Chombard de Love. Mais sur les affiches, pour que les gens s'en souviennent, c'est bien voter Chombard. Voilà. Vous considérez que vous êtes noble, de la noblesse française ? Non, parce qu'il faut être précis. En l'occurrence, on ne l'est pas. On est une famille de bourgeoisie ancienne, des Flandres, peut-être grande bourgeoisie, mais en tout cas, c'est pas de la noblesse. En tout cas, votre prénom, encore plus que votre nom, vous en avez fait un temps un outil de communication. On se souvient sur les réseaux sociaux, pour ceux qui vous suivent depuis quelque temps, Foulques Contact. C'était en fait comme ça que vous alliez vers les gens et que vous communiquiez sur les réseaux sociaux. C'est aussi votre marque de fabrique, les réseaux sociaux, depuis 2 ans et demi. C'est là aussi que vous vous êtes fabriqué. Oui, c'est un levier extraordinaire quand vous êtes un opposant. Et je pense que c'est une nouvelle donne en politique depuis une quinzaine d'années, mais ça s'est accéléré depuis 4-5 ans. Peut-être que je l'utilise, je ne sais pas si mieux que d'autres, en tout cas je crois que je ne l'utilise pas trop mal, puisque j'ai des millions de vues au total chaque mois sur l'ensemble de mes réseaux sociaux. Et c'est vrai que ça permet que des jeunes, des gens qui sont loin de moi, qui ne sont pas du tout dans un style peut-être de la droite classique, m'arrêtent dans la rue, me disent « vous êtes le monsieur de TikTok, vous êtes, je vous ai vu sur Instagram », encore une jeune tout à l'heure dans le tram qui m'a interpellé là-dessus. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est une bonne nouvelle pour la politique. Après, il faut faire attention à la manière dont tu l'utilises, pas de fake news, il ne faut pas l'utiliser de manière, je dirais, populiste. Je fais toujours attention à ça. Mais oui, il faut une certaine vigueur, il faut avoir du rythme, il faut avoir le sens de la punchline. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la politique si on l'utilise bien. Parfois des raccourcis, sincèrement, Foulques Chombard de Love. Il faut que les messages ils passent très très vite. Donc, parfois, c'est un peu caricatural. En tout cas, ça ne permet pas d'avoir toute la nuance qu'on voudrait. Et on est heureux d'avoir des émissions d'1 demi-heure avec vous pour mettre plus de nuances. Alors, même si on ne va pas beaucoup parler de votre programme, mais on va parler de votre style. Et ça passe notamment par les réseaux sociaux et par ces phrases qui vous ont fait connaître, pas seulement sur les réseaux sociaux. « Je veux virer Johanna Rolland ». Ça, c'est vraiment l'expression qui vous a fait connaître. Ouais. C'est un peu trash quand même. Est-ce que vous le regrettez ? On a même dit que c'était un peu trumpien. Non, parce que c'est clair, pour que la ville aille mieux, il faut que Johanna Rolland parte. Voilà, au moins c'était clair. C'est une phrase qui a été dite en fin de conversation avec les journalistes lors de ma déclaration de candidature. Ce n'est pas une phrase que j'ai dite sur les réseaux sociaux, par exemple. Ils l'ont choisi comme titre, et vous savez quoi, ça me va bien. Ça a permis
de faire exploser, je dirais, ma notoriété au début et de faire comprendre qu'il fallait une vraie rupture. Après, la tonalité, c'est peut-être un peu outré par rapport à ma tonalité habituelle. Néanmoins, ça a été, je pense, bien utile pour que les gens se réveillent. Donc, si il fallait ça pour les réveiller, demain, je referai pareil. Oui. Vous dites que ça a été un peu outré par rapport à ma tonalité, parce que, sincèrement, depuis le début de votre campagne, on a l'impression qu'il y a presque deux Foulques, Chambard de Love. Celui des réseaux sociaux, qui est un peu cash, voire trash parfois, et puis celui dans la vraie vie, qui est assez différent, beaucoup plus ténu dans son propos. Vous assumez ? Non, pas vraiment. Je pense que je ne suis qu'un là-dessus. Vous m'avez vu en conseil municipal. Je sais aussi m'énerver ou être cash en conseil municipal quand en face, la majorité dépasse les bornes. Il y a eu le cas récemment avec M. Céasso qui a été une attitude inadmissible vis-à-vis de moi et de... L'adjoint à la culture de voilà. Johanna Roland. Donc non, je suis monté dans les tours parce que c'est normal. Et voilà, j'ai beau être un peu force tranquille, il y a quand même de la force. Je ne parle pas que du fond, je parle du ton. Ouais, mais même le ton, les mots. Oui, mais je vous dis, j'ai employé des mots, je pense, très directs et il m'a horripilé. Et je ne suis pas quelqu'un de colérique, mais je suis quelqu'un, effectivement, qui est capable de prendre des mots simples que les gens comprennent. Donc non, je continuerai à faire ça. Voilà, c'est vrai que j'ai le sens de la formule. Peut-être que parfois... Alors, il faut faire attention. Ça peut être une facilité en communication. Effectivement, il faut faire attention à... Mais vous dites, je ne suis jamais allé trop loin. Ouais, moi, en tout cas, ou alors dites-moi, ça n'a pas plu à tout le monde, je veux virer Johanna Roland, mais je le maintiens, je le dis à chaque invité. Oui. Vous avez des mots parfois durs envers Johanna Roland, mais vous êtes un opposant. Jamais sur la personne, jamais sur la personne. Alors justement, si, peut-être parfois, en tout cas, c'est ce qu'on vous reproche parfois. Un candidat ici, qui était à votre place sur ces entretiens de trajectoire, disait même que parfois il avait ressenti de la haine dans votre liste envers Johanna Roland. Est-ce que ça va jusque-là ? Alors, c'est vraiment très mal me connaître, parce que je pense que s'il y a bien une chose qui me caractérise, c'est plutôt une forme justement de calme et de distinction que je fais entre les idées et les personnes. Plein de gens essayent de m'emmener sur ce terrain-là, y compris dans les entourages. Et vous savez, dans les politiques, on aime bien, dans la politique, les militants, ils aiment bien, comme on dit, le gros rouge qui tâche. Quand il s'agit des personnes, j'y vais jamais, d'accord ? J'ai jamais, vous me citerez peut-être des choses, mais j'aimerais bien les découvrir. J'ai jamais attaqué la personne de Johanna Roland. En revanche, je pense qu'effectivement, par rapport aux valeurs profondes qu'elle défend, par rapport à sa trajectoire, je suis étonné qu'elle se laisse prendre en otage à ce point par la partie la plus extrême de ses alliés. Je pense aujourd'hui, bien sûr, à LFI, mais aussi aux Verts nantais qui sont extrêmement idéologues. Avec lesquels elle n'est pas alliée, LFI, oui, mais sur ses municipales. Elle est alliée, elle en a sur sa liste aujourd'hui, puisqu'elle a sa numéro 7 qui était candidate à LFI aux dernières européennes. Qui n'est plus insoumise. Oui, ok, mais bon, imaginez que je fasse la même chose avec le RN. Qu'est-ce que vous m'auriez posé comme première question ici ? Voilà, donc je pense qu'il faut être clair. Elle a des gens qui viennent de chez François Ruffin, qui sont des LFistes historiques, dissidents certes depuis quelques mois, mais on voit les appels de phare qui sont faits par aujourd'hui LFI à Mme Roland. Et d'ailleurs, les Verts sont d'accord. Bon, donc non, là où je veux en venir, c'est que sur ces compromissions, j'ai du mal à comprendre, mais c'est les idées que vous contestez et pas la personne. D'ailleurs, la personne Johanna Roland. Oui. Au témoin d'un doute, vous étiez ensemble dans le même... Vous étiez à Hippocagne, au lycée Guisto. On était au même niveau, mais je crois que ni elle ni moi, on ne se souvient de l'autre parce qu'on n'était pas dans la même classe, en fait. Donc vous n'avez jamais fait de soirée étudiante ensemble à l'époque. Il n'y a pas de photos qui peuvent traîner où on vous voit. Pas à ma connaissance, mais peut-être que vous allez me la révéler dans 2 minutes. Mais... J'en ai pas trouvé. Ouais, non. Votre parcours, justement, on y revient. Vous avez fait toute votre scolarité à Nantes, puis vous êtes parti à Sciences Po, à Paris, puis à l'étranger où vous avez travaillé, notamment pour l'AFD, c'est l'Agence française du développement. Vous vous êtes alors éloigné de Nantes pour plusieurs années, en famille. Tout à fait, exactement. C'était un choix, si vous voulez, moi, pour apprendre un peu qui je suis, il faut revenir à une notion simple qui est la notion d'utilité. Voilà, ça c'est moi. Donc mes premiers engagements, ils étaient très tournés justement vers, on va dire, la solidarité, les enjeux humanitaires. Donc j'ai fait, au lieu de partir quand j'étais à Sciences Po, faire des études aux États-Unis, je suis parti dans une ONG, m'occuper d'enfants dans un bidonville en Argentine. Ensuite, quand il a fallu faire un stage long quand j'étais à Sciences Po, j'ai fait mon stage à l'ONU à New York pour comprendre, voilà. Et ensuite, quand il a fallu trouver un job, mon premier job, je l'ai pris à l'Agence française de développement. Donc on a beaucoup bougé, on est allé effectivement en famille, au Laos, en Guadeloupe, c'est pas l'étranger, mais néanmoins ça m'a permis de vivre 3 ans dans l'outre-mer française, qui est une très belle expérience. Et puis enfin au Brésil et au Mexique. Donc c'est riche, mais je pense que je suis revenu justement très enrichi par ce parcours. Oui. Ça donne un référentiel plus large.
qui vous sert aujourd'hui? Oui, qui me sert aujourd'hui parce que quand on parle eau, assainissement, déchets, transport, voilà, moi j'ai financé des grandes infrastructures dans ces domaines-là. Quand on parle changement climatique, biodiversité, je dirais 80% des projets qu'on finançait avaient pour but justement de diminuer l'impact du changement climatique. Et moi, c'est depuis les années 2000 que j'en entends parler, le début des années 2000. Donc j'ai envie de dire, c'est pas une opinion en fait, ces sujets-là, c'est un fait brutal qui s'impose à tous. Et j'ai eu l'occasion de voir des projets innovants, de grande magnitude dans des grandes villes dans le monde. Je pense que du coup, je regarde les sujets nantais avec une focale peut-être un peu plus haute que si j'avais pas bougé. Oui. Si on prend cette émission en cours et qu'on vous entend, Foulque Chambard-Delove, on se dit qu'en fait, vous pourriez être un homme de gauche. On me l'a déjà dit. Jean Blaise m'a dit, mais en fait, t'es de gauche. Et pourtant, vous êtes un homme de droite et vous le dites, vous le revendiquez. Oui, mais avec toutes les... En fait, je pense que si vous voulez... Bon, d'abord, je crois que les idées sont importantes, même si j'ai beaucoup d'alliés du centre. Vous savez que j'ai jamais adhéré à la notion du « en même temps », parce que je crois qu'il ne faut pas trop brouiller les cartes. Je suis un homme qui croit effectivement que l'effort est plus important, ou la prise de risque est plus importante que la rente. Je pense que il faut libérer nos entreprises. Je pense qu'il faut plus de sécurité, plus de fermeté dans les enjeux régaliens. Ça, c'est une pensée on va dire plutôt d'une droite, sociale certes, parce que j'ai ces engagements historiques qui sont forts, plus soucieuse de l'environnement. Là, je me sens parfois un peu orphelin dans ma famille politique, néanmoins, c'est en train de bouger. Donc, la question du social, la question de l'environnement, et puis quand même généreuse et courageuse sur les sujets de culture, d'éducation. Et en fait, vous savez quoi, je pense que ce logiciel correspond assez, voilà, cette fermeté et cette générosité correspond assez au moment que vit Nantes. Et c'est probablement pour ça qu'on va gagner. Justement, si on parle de Nantes, vous y revenez en 2015, après être donc parti à l'étranger pendant plusieurs années, vous y revenez avec votre famille, juste avant les élections régionales, et vous soutenez à ce moment-là Bruno Retailleau, qui se présente à la présidence de la région des Pays de la Loire. Pourquoi lui, alors que vous dites, c'est pas vraiment ma droite, Bruno Retailleau? En tout cas, je ne viens pas de la même droite que lui. Lui, il vient d'une droite souverainiste. Encore une fois, j'aime bien la clarté. Avec, à l'époque, Philippe de Villiers, dont il s'était éloigné. Donc moi, je venais d'une droite plutôt assez attachée aux enjeux européens, notamment. J'ai voté pour le traité de Lisbonne. Je ne dis pas que j'ai eu raison. Je dis qu'à l'époque, c'était ma sensibilité. Et la construction européenne était quelque chose d'essentiel pour moi. Avec le temps, je suis un peu plus dubitatif. Néanmoins, je pense que ça reste notre vocation. Donc pourquoi est-ce que je le rencontre? Parce que c'est l'homme que je rencontre. Et je rencontre un homme à la fois avec une colonne vertébrale extrêmement solide, avec une intégrité, avec un charisme qui, moi, m'a beaucoup impressionné. Et du coup, je me dis, tiens, si ça peut faire bouger les lignes, je vais l'aider, il gagne. Et du coup, derrière, il m'a demandé, mais monsieur Chambard-Delove, à l'époque, voilà, est-ce que vous venez à moi pour être élu ou pour être dans les services, dans l'administration? Et je lui ai répondu, je m'en souviens très bien, je lui ai dit, écoutez, pour être élu, il faut être enraciné dans sa ville. C'est ma ville d'origine, mais j'en suis parti pendant 15 ans, j'étais à l'étranger. Donc je ne conçois pas d'être élu sans être enraciné. Donc peut-être qu'un jour, je me poserai la question. Donc j'avais une petite idée à l'époque, pas forcément comme maire, mais en tout cas pour m'y engager. Et donc il m'a dit, ok, vous m'aiderez si je gagne. Et il a gagné. Voilà. Il a gagné, vous êtes rentré au sein des services, pour le coup, du Conseil régional, à la direction adjointe du service économie. Mais je reviens quand même à Bruno Retailleau. C'est pas n'importe qui à droite, Bruno Retailleau. Quand on entend Johanna Rolland qui vous taxe, sans souvent vous citer d'ailleurs, de candidat très, très à droite, est-ce que vous vous y reconnaissez par rapport à ce qui peut être le portrait de Bruno Retailleau quand même? J'ai envie de dire, c'est un artifice de langage de sa part ou une paresse, en tout cas, d'analyse. Vous voyez, je vous ai expliqué quelle droite j'incarnais, mais ça ne l'intéresse pas beaucoup, et c'est de bonne guerre, on est en campagne. Mais les gens qui me suivent, notamment mes alliés, vous imaginez bien que si j'étais ce fameux gars très, très à droite, ne serait jamais venu avec moi. En revanche, c'est vrai, et ça a été le sujet de la primaire, on y reviendra peut-être, mais c'est vrai que d'assumer une couleur, je suis un homme de droite, avec ces nuances que je viens d'expliquer, sur l'environnement, le social, la culture, etc. Un homme de droite qui assume sa couleur, s'il s'allie avec des gens qui eux aussi assument leur couleur centriste ou centre-droit, il fait des vraies additions. Et c'est ça ce que j'ai fait en fait. C'est, je pense, la force de ce que je propose aussi. Alors c'est parfois pas facile de ne pas perdre les deux bouts de l'omelette, les gens qui sont les plus à droite dans mon équipe et les gens qui sont peut-être issus de la gauche et qui ont été attirés par notre dynamique. C'est un exercice pas facile, l'union, mais c'est passionnant et je pense que Nantes le mérite. Et beaucoup des gens qui sont là, même ceux qui sont à l'extrémité de la fameuse omelette dont on parle, des deux bouts, ils disent « Ok, peut-être que le jeu en vaut la chandelle ». Et vous dites qu'il faut incarner quelque part et symboliser
organisé en fait ce rassemblement. Vous avez une phrase très lyrique dans votre programme. Il fallait que l'un de nous se lève pour dire stop. Cet homme, c'est donc vous, un homme providentiel pour Nantes. C'est comme ça que vous vous voyez carrément ? Non, parce que providentiel, c'est une personne qui tombe du ciel, quoi. Moi, je suis monté du terrain quand même. J'étais quand même 69e élu sur 69. J'étais pas élu le soir de la dernière municipale, puisque j'étais 10e sur la liste de Laurence Garnier et qu'il n'y en a que 9 qui ont été élus. C'est parce que l'un des conseillers municipaux, Marc Renaume, a démissionné que j'ai pu rentrer. Donc, j'ai envie de dire, rien n'était écrit. Non, c'est plutôt intéressant, je pense, en tout cas, si on veut prendre un peu de recul. Au contraire, j'ai fait mes preuves. Moi, je ne demande pas aux gens de me croire. C'est pas un acte de foi de croire en moi. Aujourd'hui, c'est sur les preuves. Ça fait 2 ans et demi que je fais campagne et j'ai réussi à faire l'union. Et je pense que la dynamique est chez nous. Donc non, c'est pas providentiel, c'est issu du terrain. Vous dites aussi, et vous l'avez d'ailleurs expliqué un petit peu, vous vous décrivez comme écolo de droite. Alors, c'est vrai qu'on a du mal à savoir ce que c'est. C'est quoi un écolo de droite, sachant que vous dites aussi l'écologie doit améliorer la vie quotidienne, mais pas la compliquer. Là, on a l'impression qu'il y a un pas en avant et puis 2 pas en arrière derrière. Non, en fait, l'écologie, malheureusement idéologique, aujourd'hui, elle est en train de faire du mal, je dirais, à sa propre cause, puisqu'en fait, elle n'est pas acceptable socialement. Si vous ne proposez pas des solutions qui font que les gens voient que leur vie peut évoluer, mais sans que ce soit une punition permanente, à ce moment-là, on va les entraîner. Moi, tous les gens que je côtoie, y compris des gens très à droite que je rencontre, eux-mêmes, ils sont en train de faire leur transition écologique. Donc, c'est plus un sujet, en fait. C'est quasiment un consensus. Pas d'écologie punitive. C'est un peu ça, mais ça veut dire aussi une écologie qui apporte des solutions qui soient à la bonne échelle. Ça veut dire d'abord avoir des solutions de transport avant de supprimer toutes les options de la voiture individuelle. Mais c'est comme ça qu'on rétablit des pesticides, par exemple. Non, j'étais, même si... Quand on est pragmatique par rapport à l'écologie, non ? J'ai écrit sur mes réseaux sociaux que j'étais à l'époque contre la loi du plomb, même si ce n'est pas l'opinion de toute ma famille politique, j'en ai conscience. Alors, on sent en tout cas, vous parlez assez souvent d'écologie, c'est vrai. Est-ce qu'il y a quand même, même pour un écologiste que vous vous dites au quotidien, si certains en doutent, est-ce qu'il y a quand même un petit truc qui est compliqué, sur lequel vous avez du mal à ne pas craquer votre petit péché mignon face à l'écologie, où c'est quand même compliqué ? En fait, moi ce qui me gêne le plus aujourd'hui, effectivement, il y a une phase de transition qui n'est pas facile à gérer avec la place de la voiture. Ça, c'est sûr. Donc, vous utilisez toujours la voiture ? Ah, vous voulez dire à titre personnel ? Oui, qu'est-ce qui est non, regardez, je suis arrivé trempé et à vélo parce que... Je peux en témoigner. Non, moi j'ai essayé, on a abandonné, si on parle un peu personnel, avec ma femme, on a décidé d'abandonner le 2e véhicule. On a 4 enfants, on aurait pu considérer que c'était indispensable. Bon, ça fait 5 ans, 6 ans qu'on l'a abandonné. Moi, j'ai essayé le biclou pendant 4 ans. J'avoue qu'au bout d'un certain temps, bon, c'est bien, j'ai essayé, mais je pense qu'il faut qu'il devienne électrique, etc. Non, c'est pas tellement ça. Ce que je trouve difficile, c'est quand, typiquement sur le compostage, ici en ville, je le trouve compliqué. Voilà, ça c'est un exemple. En fait, je trouve que les solutions, il faut que ce soit efficace et qu'on n'ait pas l'impression que tout ce qu'on fait soit inutile. Voyez, donc notamment le tri et le compostage à Nantes. J'ai une vraie ambition. J'ai pas toutes les solutions déjà prêtes parce qu'il faut vraiment qu'on aille voir ce qui marche bien dans les autres villes. Bon, Trissac, ça marchait pas du tout très bien. Le compostage aujourd'hui, c'est perfectible. Voilà, ce que je veux, c'est que ce soit. J'aime bien la notion de ce qu'on appelle les approches design, quelque chose qui soit comme une évidence pour les gens. Voilà, quand vous jetez quelque chose, aujourd'hui, c'est pas une évidence à Nantes et ça, c'est une des choses que je trouve un peu compliquée. Alors, on va revenir sur votre parcours aussi professionnel. Vous l'avez dit, vous avez travaillé à la région avec Bruno Retailleau, puis avec Christelle Morançais, qui vous soutient activement depuis le début de votre campagne. C'est un modèle pour vous, Christelle Morançais ? Oui, d'une certaine manière, j'ai plusieurs modèles. Christelle en fait partie. Je trouve qu'elle a beaucoup de courage. Elle a su émerger aussi. C'était pas une évidence. Quand, à l'époque, Bruno Retailleau lui a proposé de lui succéder, elle a gagné ses galons brillamment lors d'une élection régionale qu'elle a emportée haut la main. Et surtout, elle a un courage sur les enjeux de gestion des finances publiques qui est remarquable, avec du coup une collectivité qu'elle a su recentrer sur son cœur de mission. Alors, je connais tous les débats qu'il y a eu autour de ça, néanmoins... Et vous en pensez quoi de ces débats ? On a le droit d'avoir un débat, il n'y a pas de problème. Je dis juste que les trains, les TER, les lycées, ça coûte une fortune. Moi, mes 2 derniers sont encore au lycée. Ils ont besoin d'avoir des TER qui fonctionnent et des lycées qui marchent. Et pour ça, il a fallu qu'elle fasse des choix. La culture n'est pas le cœur des compétences. Vous soutenez en fait à la fois le fond de ces réformes et de ces choix,
La forme aussi? La forme, j'ai eu l'occasion d'en parler avec elle. Peut-être qu'effectivement, c'est toujours dur de faire ces réformes-là. Il n'y a jamais de bonne manière de faire. Peut-être qu'effectivement, prévenir un peu plus, permettre à certaines structures de se retourner. De se préparer. Mais est-ce que ça veut dire que ce qu'elle a fait à la région, vous pourriez le faire à Nantes si vous étiez élu le 22 déjà mars? pas sur la culture, puisque je me suis engagé à maintenir le budget de la culture. Mais sur d'autres sujets. Ensuite, on aura des enjeux d'économie, oui, ça c'est sûr. Mais qu'on va faire, moi je suis un homme de dialogue social. Je crois qu'il faut qu'on se pose avec les organisations syndicales, avec les agents, et qu'on réfléchisse comment est-ce qu'on peut à la fois trouver un peu plus de performance, des gisements d'économie, mais aussi du mieux-être pour les agents. Donc prendre un peu plus de temps, si je comprends bien, oui, ce qui a pu être fait. En tout cas, il y a un sujet sur lequel vous parlez beaucoup, et depuis le début, c'est l'insécurité. Les chiffres, qui sont incontestables, Foulque Chambardoloff, puisqu'ils viennent du ministère de l'Intérieur et de la préfecture de Loire-Atlantique, montrent qu'il y a une baisse de la délinquance à Nantes depuis 6 ans, une stabilité de ces chiffres sur l'année 2025. Et pourtant, vous décrivez une ville anxiogène, toujours aussi anxiogène. C'est un fonds de commerce pour vous, l'insécurité? Non, c'est pas ça. C'est que moi, j'ai décidé de regarder le réel. Je vous invite, et vous le faites certainement, à sortir à 22h de la gare Nord pour aller prendre le tram ou même partir à pied chez vous si vous habitez pas loin. Je vous invite à sortir du parking Fedo, d'être accueilli par de la mendicité agressive, puis par des mineurs non accompagnés qui sont tous place du Bouffay. Enfin, à un moment, il faut voir le réel. Que ça ait un peu baissé, très bien. Je dis souvent, on est passé de 42 de FIAV à 41. Très bien, parce qu'elle a fait un tout petit peu de ce qu'il faut faire. Moi, je propose de faire beaucoup de ce qui marche. Qu'est-ce qui marche? Plus d'effectifs de police, effectivement, plus de caméras. Toutes les villes font ça, même des villes de gauche, l'armement de la police. Donc, on va faire plus de ce qui marche, et ça nous permettra de passer, là, pour le coup, de 41 à 37 et ce degré de Donc vous dites, par les moyens, on arrivera à faire baisser. Mais vous dites, je vous invite à sortir du parking Fedo, d'aller place du Commerce. Parce que c'est le réel. Mais vous, vous sortez à Nantes le soir? Ah bah oui, beaucoup. Vous avez peur? Moi non, parce que je pense que je ne suis pas la victime idéale pour eux. Mais c'est quoi une victime idéale? C'est une femme. Une femme, ça c'est bien, jeune. J'ai 2 femmes jeunes, je peux vous dire qu'elles sortent, et je leur dis toujours, ils n'ont pas gagné, donc vous allez continuer, vous faites attention. Et il y a des zones où elles savent très bien qu'elles ne peuvent pas aller toutes seules. J'en parle avec mes filles, elles sont obligées de réfléchir à comment elles s'habillent pour traverser la place du Commerce à partir d'une certaine heure. Ou quand elles sortent au warehouse, de se dire, je vais quand même peut-être, alors qu'on n'habite pas très loin, peut-être appeler un Uber pour rentrer, parce que la sortie du warehouse à 2h du matin, c'est compliqué. Donc c'est une ville où on a peur? C'est une ville où les femmes et les personnes qui sont un peu vulnérables peuvent effectivement avoir peur, et c'est ce qu'elles me disent. Vous savez, il y a 8 Nantais sur 10 qui viennent à moi en me disant c'est la priorité. Les 2 Nantais qui restent, ils me disent c'est la priorité numéro 2. Donc moi, ma responsabilité, c'est d'écouter ce qu'on me dit, c'est de voir ce qui se passe. Je fais des maraudes la nuit aussi pour voir un peu comment ça se passe. Je vous assure, à 2h du matin à Bouffay, vous avez toujours les mêmes personnes qui attendent leurs victimes. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé. Qui attendent leurs victimes, ouais. C'est fort ce que vous dites. Non, mais c'est vrai. Ils attendent la fille qui sort de boîte de nuit, qui est un peu éméchée. Mais je l'ai vu de mes yeux, je l'ai fait. On pourra le faire ensemble si vous voulez, on pourra faire un reportage. Et c'est toujours les mêmes. Et comme à 2h du matin, il n'y a plus la police municipale parce qu'on n'a pas assez d'effectifs, du coup, c'est des victimes idéales. Donc moi-même, j'ai mis la gamine en question dans un Uber en lui disant, écoute, j'ai donné le truc au Uber pour qu'elle rentre chez elle. Parce que j'ai pensé que ça aurait pu être ma fille. C'est pas mon rôle. Je pourrais, en tant que candidat ou que conseiller municipal, je ne pourrais pas le faire pour tout le monde. Donc j'aimerais qu'on ait des solutions qui soient à l'échelle. Mais je voudrais quand même préciser une chose. Le procureur de la République, l'ancien, Renaud Gaudrel, m'avait dit une chose quand je l'avais rencontré. Il m'avait dit Nantes est au même niveau d'insécurité qu'une ville de même taille. Donc il ne faut pas raconter de balivernes. Même moins, sincèrement, non, sur les chiffres. Aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans ces détails. Peu importe, mais aujourd'hui, à peu près. Si vous prenez, ça dépend en fait de ce que vous prenez. Mais il y a plusieurs critères. Sur l'ensemble des critères, on peut dire que globalement, c'est pas pire, mais c'est pas mieux qu'ailleurs. Mais ce qu'il disait très justement, c'est que Nantes est la ville de France où ça s'est le plus dégradé en 10 ans. C'est ça le sujet. C'est que Nantes, en fait, est une ville où on vivait en paix, on vivait peut-être mieux qu'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on a renoncé à faire mieux que les autres? C'est ça mon programme. Vous voyez, c'est de retrouver l'ambition nantaise qui dit que Nantes, c'est la ville qu'on choisit pour sa qualité de vie, parce qu'on y vit bien, parce qu'on y est libre. Et pour être libre, il faut être en sécurité. Quelle est votre principale qualité, Foulque Chambardoloff? Je pense que c'est l'authenticité. Et votre principal défaut? Ça va avec, c'est peut-être le côté un peu cash, oui. Un peu cash. Ouais. En tout cas, vous n'êtes pas rancunier, j'ai envie de vous dire, parce que j'ai souvenir, en tant que journaliste, d'être allé à des conseils municipaux à Nantes, il n'y a pas très longtemps, il y a moins d'1 an, enfin il y a 1 an, où vous étiez carrément snobé, on peut dire le mot, par ceux qui aujourd'hui vous soutiennent, les membres de LR, les membres du MoDem, de Renaissance, qui ne vous acceptaient même pas à leur table de déjeuner au conseil municipal. Vous avez oublié ça? Vous avez pardonné? Oui, alors je suis quelqu'un qui pardonne assez facilement, mais je suis quelqu'un surtout qui... celui qui fait l'union, il doit
rassembler, il doit réunir. Donc si moi je ne suis pas capable de réunir des gens qui ont eu d'autres options ou qui ont été contre mes idées à un moment, jamais j'arriverai à réunir les Nantais. Par ambition, on est obligé c'est pas par ambition, non, c'est pas ça, c'est pas par ambition. Ça, c'est profond, c'est de dire, moi je suis un légitimiste. À l'époque, ils avaient le droit d'être contre ma ligne, d'accord ? J'avais proposé quelque chose. Contre la ligne et contre l'homme. Hein. Très bien, mais ok, mais moi je ne l'ai pas pris personnellement. J'ai toujours dit, il ne faut jamais absolutiser les questions de personnes en politique. Si vous faites ça, si vous les prenez pour vous personnellement, et j'avoue que parfois c'était pas facile, mais je n'ai jamais pris ça pour moi. Donc sincèrement, aujourd'hui, vous avez tout oublié, parce que quand on vous voit en campagne, vous avez l'air d'être les meilleurs amis du monde. Vous revenez de loin en termes de relations. J'aime que les gens soient eux-mêmes des légitimistes. Donc par exemple, j'ai des personnes qui sont venues à moi un peu gênées en disant, moi j'étais derrière par exemple Julien Mavel, je suis gêné, mais maintenant je voudrais te soutenir, comme si j'allais leur faire la tête. Je leur ai dit, bienvenue. Merci, on a besoin d'unir toutes les forces. Des gens qui, regardez Valérie Opelt, c'est intéressant, ou Laurence Garnier. Renaissance. Voilà, pour Renaissance, Laurence Garnier qui était quand même la candidate la dernière fois, pour laquelle j'ai bien bossé lors de la campagne de 2020. Et qui ne vous soutenait pas du tout sur cette campagne, on peut le dire. Elle était même très opposée à vous, et aujourd'hui elle est... Oui, mais elle est numéro 6 sur ma liste. Elle est numéro 6, voilà. Et Valérie est numéro 4 sur ma liste. Voilà. Oui, mais c'est ça, je pense, le talent d'un leader. Et je pense avoir ce talent-là, c'est de savoir réunir et de le faire sans arrière-pensée. Et c'est très honnête de ma part. Moi, j'avance, je sais que voilà, on a un deal, il est clair, et je leur fais confiance. Donc vous êtes passé à une autre étape. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous travaillez aussi à côté, vous travaillez dans un cabinet de recrutement. C'est quoi le plus dur, le monde de l'entreprise ou de la politique ? C'est pas les mêmes niveaux de difficulté. Je dois me lever tôt le matin pour trouver des contrats pour mon cabinet de recrutement. J'avoue que ça demande beaucoup d'énergie, mais je dirais que au moins, enfin voilà, le métier est clair. En plus, je pense que j'ai un tempérament commercial, donc voilà, j'aime bien faire ça. Je trouve que la politique est plus dure parce qu'elle nécessite le sens du temps long. Et ça, c'est vrai que moi, j'ai démarré cette campagne il y a 1000 jours quasiment. Il faut vraiment avoir une constance, foi dans ce qu'on fait. Voilà. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gratification. Il n'y a pas beaucoup. Voilà. Et notamment gratification financière. En plus. Ce serait une bonne opération pour vous financièrement si vous étiez élu maire. Je ne sais pas combien vous gagnez à la tête de votre cabinet de recrutement. Sans livrer mon salaire, je gagnerais 40% de moins en tant que maire que ce que je gagne aujourd'hui. Voilà. Et pourtant, ça vaut le coup ? Écoutez, oui, parce que c'est ce que j'ai chevillé au corps. Mon moteur n'a jamais été trop l'argent ni le pouvoir. En revanche, je veux le pouvoir pour changer la vie des gens parce que je vous ai dit que mon moteur, c'était l'utilité. Donc oui, je veux gagner pour pouvoir vraiment avoir... Allez, j'espère que ce sera 2 mandats. Donc le premier fera 7 ans, le deuxième 6 ans, vous le savez. Ça fait 13 années pour changer la vie des gens. Après, il faudra que je passe la place aux jeunes. Vous me le rappellerez, je pense. En tout cas, dans une campagne, on embarque tout le monde. On embarque sa famille, vos 4 enfants. Ils ont entre 16 et 23 ans, je crois. 21, oui. 21, votre épouse, Hermine. Est-ce qu'ils vous reconnaissent, vous, le père, le mari, dans le candidat que vous êtes ? Oui. Pour eux, je suis assez heureux d'ailleurs de ce qu'ils me disent. D'abord, ils me disent qu'ils sont fiers de moi et j'avoue que quand je finis une semaine... Oui, mais ce n'est pas forcément le cas. Il y a la politique, elle a cassé des familles aussi. C'est pas votre cas ? Non. Ils vous suivent ? Ma femme en a un peu marre de cette campagne, mais elle me soutient à fond. Et donc ça, c'est beaucoup. Mais néanmoins, oui, ils voient que je suis la même personne dans ma vie privée que dans ma vie publique. Voilà. Et vous parlez du rythme, c'est un sacré rythme quand on est en campagne. C'est 90 heures. C'est quoi votre carburant ? Vous décompressez avec quoi ? Avec du sport, de la musique, je sais pas moi, des boissons énergisantes, du café ? Comment ils décompressent ? Alors, il y a beaucoup de café dans cette campagne, c'est vrai. Non, moi je décompresse, moi c'est la lecture. Si je veux vraiment m'arrêter, c'est de ne rien faire et de bouquiner. Voilà. Et donc j'ai cette chance-là. Moi j'ai toujours adoré la littérature. Et c'est plutôt... Et puis c'est quelques séries, là actuellement il y a pas mal de belles séries qui se passent dans l'Ouest américain. J'ai besoin de grands espaces, vous voyez. Donc là, vous arrivez à décrocher et à vous consacrer encore à quelques séries. Exactement, mais c'est tard, je les enchaîne à partir de 23h, je regarde au moins un épisode dans la semaine, mais pas beaucoup plus. Et puis là j'ai l'impression de m'évader un petit peu. Vous arrivez à décrocher quand même. Oui, en revanche, tout ça se fait au détriment de la vie amicale. Vraiment, ce qu'on sacrifie, c'est la vie amicale. On arrive à peu près à préserver la vie familiale. La vie professionnelle, l'équilibre n'est pas simple, mais jusqu'ici, ça a tenu. Et la vie amicale, c'est impossible. Et en un mot, si c'était à refaire, vous le referiez ? Oui, je pense qu'on verra si ça valait le coup jusqu'au bout. En tout cas, je serai fier de ce que j'ai fait jusqu'au bout, quel que soit le résultat. Je vais vous montrer la photo de quelqu'un. Pour terminer, j'aimerais savoir ce que vous avez envie de lui dire à cette personne. C'est vous. Je dis, accroche-toi, tu mènes le bon combat. Merci beaucoup, Foulque Chambard-Deleuve, d'avoir été mon invité pour ce nouveau numéro de Trajectoire. Et je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez retrouver tous les autres numéros sur notre chaîne YouTube.